Hello! Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, j'avais envie de vous partager une expérience, comment on dit, une expérience vécue là, ces jours-ci, pour vous parler du 8. Du 8 parce que ça tombe bien parce qu'on est au mois d'août. Le mois d'août, donc, c'est 8. Même si en numérologie, effectivement, on ajoute toujours avec l'année et que finalement, si on ajoute à 2023 qui est en 7, ça fait 7 et 7, 14 et 1, 15, ça fait un 15-6 au niveau de la numérologie du mois. Mais sinon, si on prend que le mois d'août, c'est le mois 8. Et j'avais envie de vous en parler parce que c'est mon chemin de vie, le 8. Donc, je le connais bien. Je le connais bien, ce fameux 8 qui est soit comme ça, soit ensuite, quand on arrive à bien l'équilibrer, eh bien, il devient un 8 d'infini, d'abondance, qu'un 8, comme on dit, qui se couche. Ce que je voulais vous dire au niveau des nombres, en numérologie, en fait, selon les chemins de vie et selon les années, c'est que pour bien réussir, par exemple, pour bien arriver à équilibrer, parce qu'il n'y a pas vraiment de réussite en soi, hein, il y a juste une question de notion d'équilibre. Pour bien équilibrer, par exemple, un chemin de vie en 8, ça veut dire qu'il faut déjà avoir travaillé le 7. Travailler et intégrer et accueillir et intégrer et équilibrer tous les autres nombres en fait qui sont avant. C'est-à-dire que donc il faut avoir équilibré le 7, il faut avoir équilibré le 6 avant, il faut avoir équilibré le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1. Donc j'aime autant vous dire que plus on monte dans les nombres, quand même plus c'est compliqué. Le 8 est vraiment le nombre de la matérialité, quand même de l'incarnation, de la matérialité. Bien sûr, c'est le nombre de l'abondance, du pouvoir. Mais pour moi, c'est vraiment le nombre qui représente l'incarnation. On dit que c'est le nombre aussi qui représente le karma. Et ça, je peux le confirmer, vraiment, parce que ça se retrouve aussi dans ma numérologie. Et surtout si vous êtes l'aîné, par exemple, d'une fratrie dans la famille. On dit que c'est l'aîné qui porte le karma en général. Le 8, c'est vraiment pour moi, il y a beaucoup de transgénérationnel et il y a beaucoup de karma dans ce nombre. Le 8, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire au niveau, par exemple, de l'abondance, dans tous les domaines. Quand je parle d'abondance, parce que souvent on associe le 8 à la matérialité, à l'argent, au pouvoir, à la puissance, à l'autorité. Bien sûr, le 8, c'est un 2 x 4. Donc il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de structure. Pour moi, c'est le numéro vraiment. D'ailleurs, comme par hasard, c'est ce qu'on retrouve aussi souvent chez les gens qui sont nés au mois d'août. Il va y avoir beaucoup de puissance. Il va y avoir chez le lion, on retrouve ça, ce côté soleil, ce côté avec beaucoup de yang, c'est ce qu'on retrouve chez le 1, chez le 4 et chez le 8. Mais alors chez le 8, voilà, le 1 8, c'est un 2 x 4, quoi. Donc, c'est vraiment beaucoup de soleil, beaucoup de puissance, beaucoup de rayonnement. Ça peut être aussi un peu plus négatif quand on l'équilibre pas bien, quand on sent pas sa force, justement, où on est un peu trop cash, où on est un peu trop yang. Mais ce 8, il est compliqué à équilibrer, voilà, parce qu'il n'y a pas que la matérialité. Ça représente aussi le contrôle. C'est le nombre du contrôle. Et je le remarque de plus en plus dans les thèmes que je fais chez les personnes. Il y a beaucoup, 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 dont moi, qui sommes des contrôlants, des contrôlantes. Moi, je suis une ex-contrôlante. Je lâche prise de plus en plus. C'est la maladie, c'est l'hôpital, c'est mes 14 mois d'arrêt maladie, tout ça qui m'ont fait lâcher prise. Il a fallu que j'en passe par là. Comme on dit, vous savez l'expression quand on dit mettre un genou à terre. Voilà. Eh bien, il a fallu ça. Il a fallu que la vie, pour X raisons, me fasse passer par X épreuves en même temps. Parce que si ça avait été séparé, c'était trop simple. Donc, en même temps, pour enfin lâcher prise, faire confiance dans la vie, dans l'univers, et surtout en moi, me faire confiance à moi. Il a fallu passer par tout ça. Le 8, c'est vraiment compliqué. Voilà, avec cette notion de contrôle, parce qu'on ne veut pas laisser le contrôle. Et je me suis rendu compte, quand on est contrôlant, comme j'avais dit dans une autre vidéo, on pense que c'est une qualité d'être organisé, d'anticiper, de contrôler les choses, d'organiser. En plus, moi je suis vierge. La vierge, elle est très organisée. Voilà.
Ça dépend de nos autres nombres. C'est agréable de se découvrir autrement. C'est agréable de lâcher prise, je peux vous le dire. Si vous êtes dans ce moment-là, dans cette requête-là, vraiment, ayez confiance parce qu'on y arrive. Et en fait, on se prend au jeu de jouer avec la vie, de s'amuser, de laisser la vie nous surprendre par les bonnes choses, de voir le verre toujours à moitié plein, d'être positif, mais pas ce positivisme, vous savez, acharné, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Voilà, et puis qu'au fond de soi, on se dit putain, merde, qu'est-ce qu'ils vont encore me tomber dessus? Non, pas du tout, vraiment faire confiance dans la vie, d'accueillir les choses et de se souhaiter le meilleur, comme on souhaiterait à notre meilleur ami, à notre chérie, à notre famille, à nos enfants, voilà. Se le souhaiter vraiment pour soi-même et apprendre à jouer avec la vie et à se laisser surprendre comme ça. C'est vraiment agréable au fur et à mesure, ça enlève une de ces charges mentales, un de ces poids, en fin de compte, de sortir de ce contrôle et de se dire ouais, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et si j'essayais? Alors attention, c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça vient du jour au lendemain, parce que perdre des habitudes de contrôle dans une maison, avec des gens, au travail, partout, ça demande beaucoup de remise en question, ça demande beaucoup d'accueil de soi, ça demande beaucoup d'amour de soi, et voilà, mais c'est possible, c'est possible. Et qu'est-ce que la vie est légère, qu'est-ce que c'est agréable de plus ranger sa chambre de temps en temps. Je dis pas de vivre dans le bordel tout le temps, partout, mais de s'accorder des trucs, mais c'est vrai que dans ce sens-là, c'est comme redevenir peut-être adolescent, sauf que moi, j'ai jamais pu être comme ça adolescente, voilà, parce que j'avais un père assez rigoureux, très méthodique, ordonné, etc. Une maman aussi, qui sortait d'une éducation, les deux avaient fait une éducation, un au pipi de l'air, l'autre chez les sœurs. Donc j'aime autant vous dire que on mangeait à midi, tout le monde participait au repas, il n'y avait pas les se lever à midi et demi, dormir, faire la grasse mat, fallait se lever, fallait manger ensemble, fallait ranger sa chambre, tout ça. Et puis pendant des années, ça m'a convenu. J'ai eu tout le temps un travail qui me demandait cette rigueur-là, cette anticipation-là, même à l'extrême. J'ai eu des amis comme ça. Évidemment, on attire à soi des gens comme nous. Donc j'ai plein d'amis avec qui on rigole parce que j'ai plein d'amis qui sont aussi un petit peu dans ces schémas-là. Et justement, elles voient le changement en moi et tout. Il y en a qui pensent même carrément que je suis déprimée ou que je suis lymphatique. Parce que quand on m'a connue avant, peut-être il y a 10 ans, quand je travaillais sur Monaco ou même sur Menton à l'époque, dans ces milieux-là, etc. Et qu'on me voit maintenant, on a l'impression que je suis complètement babs, quoi, à la limite, que je suis complètement... alors que j'ai toujours eu ce côté-là en moi, mais je ne lui laissais pas la place d'exister, en fait. Ce côté relié à la nature, ce côté à vouloir faire confiance à la vie, etc., etc. Mais comme la vie m'avait montré que plein de fois je me suis trompée, plein de fois comment dire, j'ai expérimenté des choses difficiles, plein de fois je me suis fait confiance, j'ai voulu me faire confiance et puis ça n'a pas marché. Eh bien, on a tendance à se juger mal parce qu'on a ça dans le regard des autres, surtout en France. Et quand tu as été indépendant, quand tu as été entrepreneur, combien de fois on m'a dit ah oui, bon, bah, si c'est un échec, il faut faire autre chose ici ou là. Mais j'ai dit mais il n'y a pas d'échec en fait. Oui, il y a un échec sur le moment, ben, ça n'a pas marché. Là, oui, peut-être j'ai perdu des sous, mais j'ai pas fait que perdre des sous. J'ai vécu une expérience de vie. J'ai pu me payer un truc mais incroyable et en plus avec le recul, mais plus j'y pense et plus je me dis waouh, mais quelle audace, quel courage d'avoir fait ça, d'être partie toute seule au Maroc, monter une affaire, j'ai jamais été aussi excitée de ma vie quoi. Et c'est comme ça que je sais que je suis une vraie entrepreneur. J'ai voulu le faire toute seule. Et en fait, il n'y a aucun échec. Il y a des apprentissages. Et j'avais plein de choses à vivre personnellement, émotionnellement, des choses à guérir. Et c'était ce chemin-là, c'était magnifique. Vous voyez, c'est ça les 8 ans. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas, bien sûr. Après, ça dépend des deux autres nombres qu'on a à côté. Mais c'est vraiment marrant parce que j'en parlais avec une autre thérapeute cette semaine, qui est aussi chemin de vie 8. Et sans parler de son cas, parce que bon, je n'ai pas à dire quoi que ce soit,
Mais ça m'a fait penser à ce 8 et à ce chemin que j'avais fait. Et puis, le 8, c'est l'abondance. Et en fait, comment vous dire? Il y a dans le 8, s'il n'y a pas l'abondance encore, justement, il n'y a pas ce point d'équilibre dans la matérialité, dans tout, au niveau de la vie, au niveau du travail, ce qui est mon cas, au niveau d'être posé, d'être stabilité, d'être ancré quelque part, justement, je suis en train de faire, c'est mon travail cette année de ça. Je suis en année 5, donc je me laisse vivre, je me laisse porter là où me mène la vie. Justement, je reste surtout pas fixe, surtout pas figée dans mes choix. Euh, mais avec le 8, il faut savoir que souvent, il peut y avoir une grosse peur de l'échec. Il peut y avoir énormément d'autosabotage avec le 8. Bien sûr, c'est inconscient. Si on m'avait dit ça il y a 4 ans, j'aurais dit mais n'importe quoi. Parce que ce qui est visible souvent, c'est la peur de l'échec. Il peut y avoir une peur de l'échec, ça c'est normal, on va dire. Tout le monde peut avoir une peur de l'échec. Tout le monde qui n'a pas suffisamment confiance en soi peut avoir une grosse peur de l'échec. Et encore, figurez-vous, enfin je pense que vous le savez, mais quoique j'en ai parlé avec une copine la semaine dernière, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Vous savez que parmi les gens qui ont énormément confiance en eux, d'apparence je parle, hein, eh bien souvent, très très souvent, on trouve de grosses blessures derrière, on trouve des petits enfants qui n'ont pas du tout confiance en eux, par stratégie d'évitement, par stratégie de camouflage, peuvent avoir un très gros ego, un très gros charisme. Il y en a même qui vont tomber dans la mythomanie ou dans la mégalomanie ou quoi, mais par évitement, par, comment dire, par masque en fait, par masque pour surtout pas qu'on voit en fait que ce sont des personnes comme tout le monde tout simplement, ils sont pas moins que les autres, mais ils sont pas plus que les autres non plus, ils sont pareils, on est tous pareils, on a tous des défauts et des qualités, on est tous humains, on a tous des peurs, on a tous de la vulnérabilité, de la sensibilité, c'est normal, mais bon, ça demande un petit travail sur soi, d'accueillir en fait qu'on n'est pas moins que les autres, mais on n'est pas plus non plus. Et ça parle beaucoup aux 8 parce que souvent il y a des personnes on va croire, ça va nous impressionner que ces personnes-là ont une confiance en eux et tout, et en fait souvent des fois pas du tout. Et après des fois on confond parce qu'il y a des personnes qui vont avoir confiance en la vie et pas forcément en eux, mais du coup ces personnes-là vont tellement rayonner, vont tellement avoir une foi dans la vie que ça va nous impressionner. Mais il y a une autre peur, à part la part de l'échec dont je voulais vous parler, et dont ça fait longtemps déjà maintenant, enfin 2-3 ans facilement, que j'écoute des podcasts, que je suis certains thérapeutes. Il y a Christian Junot qui en parle beaucoup, qui fait des masterclass et qui fait des séjours là-dessus. Il y a Franck Lobvet qui en parle. Il y a donc Junot, ça s'écrit avec un D à la fin, J-U-N-O-D. Chloé Bloom en parle dans ses podcasts. Il y a beaucoup de gens qui en parlent de cet auto-sabotage et de cette peur de la réussite, mais qui est totalement, alors là pour le coup pas vue, elle est liée souvent à une blessure de rejet ou à une blessure d'humiliation. Et comme ça prend beaucoup de temps à la guérir, cette blessure de rejet, et souvent la blessure de rejet, il y a plusieurs couches et il y a plusieurs stades d'aller creuser, d'aller accueillir, etc. Et souvent, on trouve la blessure d'humiliation ensuite qui va être cachée derrière. Ce qui fait des fois, on ne la voit pas tout de suite. Voilà. Chez moi, c'était complètement enfoui. Et on se dit, mais c'est stupide. Mais moi, quand j'entendais ça, les premières fois, ça m'a fait rigoler. J'ai dit quoi? J'ai dit, il y a des gens qui ont peur de réussir. J'ai dit, mais comment c'est possible ça? Pour moi, ça me semblait complètement incohérent. Et moi, je me suis dit tout de suite, ah non, 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 moi, c'est pas ça. Non, moi, j'ai pas confiance en moi, donc moi, j'ai la peur de l'échec. Et en fait, figurez-vous que moi, j'avais les deux. J'avais en conscience la peur de l'échec, en n'ayant pas confiance en moi, effectivement. Mais j'avais aussi la peur de réussir, très, très, très ancrée. Très liée à la blessure de rejet, très liée à la blessure d'humiliation et à la blessure de trahison, à toutes les blessures en fait.
mais c'était de l'auto-sabotage inconscient. Donc il y a eu un gros travail d'accueil à faire. Et parce que derrière, c'est lié à la blessure de rejet. La blessure de rejet, vous savez, bon, je vous invite à aller voir les livres de Lise Bourbeau, tout ça. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais dans la blessure de rejet, il y a un côté de je ne mérite pas. Parce qu'on pense qu'on n'a pas été aimé ou on pense qu'on n'a pas été accueilli, estimé, encouragé. Donc forcément, c'est qu'on pense qu'on ne mérite pas. Mais tout ça, ça se passe inconscient. Moi, je m'en souviens même pas de cette blessure de mon âge. Après, il faut savoir aussi de tout ce qu'on récupère au niveau transgénérationnel, hein. Et ça, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Mais en plus, dans le 8, avec tout le karma personnel, le karma des parents, le karma collectif, avec tout ce 8, justement, eh bien, c'est énorme ce poids qu'on traîne sur nos épaules et de ce qu'on doit épurer. Avec ce je ne mérite pas. Ce qui fait que moi, je m'en suis rendu compte parce qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai bien réussi quand j'étais à 2, en couple. Alors, je me suis dit, oui, ben justement, comme je n'ai pas beaucoup confiance en moi, j'avais confiance, j'étais pas seule. Et du coup, quand on était à 2, j'ai bien réussi. D'ailleurs, mon ex n'a pas manqué de me le dire. À 2, ça a très bien marché. Toi, toute seule, t'as fait que de la merde. Euh, Et je me suis dit, bon, quand même, il faut que j'étudie ce truc. Pourquoi, toute seule, j'ai pas eu la même rigueur, j'ai pas eu le même. Et ben en fait, je me suis complètement auto-sabotée. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Je n'ai pas fait d'études de marché et tout ça. Bon, c'est pas pour me juger, mais il a fallu que je regarde ça à un moment donné en face. J'ai dit oui, puis là, j'ai pas anticipé, puis j'ai pas bien fait les comptes, et puis j'ai pas justement tout ce que je fais d'habitude, ma rigueur, etc. J'avais tellement marre de plein de trucs avant. Je me suis autorisée. Mais je me suis autorisée en faisant un peu n'importe quoi, entre guillemets, et en... Ben c'est ça l'autosabotage. C'est comme quand on a l'amour devant soi, qu'on a une personne qu'on adore, qui nous plaît et tout, et que inconsciemment, on fait tout pour foirer la relation parce qu'on se dit que non, c'est pas possible, ça peut pas marcher, qu'une personne comme ça va pas être avec nous, que à la fin on va souffrir, à la fin on va se faire larguer. Voilà, il y a un côté de je ne suis pas assez bien pour cette personne. J'en parlais en plus ce matin avec une copine. Et en fait, non, on est tous pareils. On mérite tous d'être avec la personne avec qui on peut être, quoi. C'est quand même hallucinant. Et du coup, des fois, on se ferme des histoires d'amour, on se ferme des occasions de travail, on se ferme des opportunités dingues parce que on ne pense pas qu'on mérite, consciemment ou inconsciemment. Mais alors ça, c'est très 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 lié au 8 et c'est très 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 lié à la blessure de rejet aussi. Donc j'avais envie de vous parler de ça parce que j'en ai parlé donc avec une thérapeute cette semaine. Le 8, quand il ne réussit pas matériellement, c'est qu'il y a un point d'équilibre qui n'est pas atteint et c'est qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a un nœud. Il y a un point vraiment à aller dénouer, il y a quelque chose à accueillir dans l'abondance parce que le 8 normalement doit être équilibré. C'est un des seuls nombres, c'est un des nombres les plus puissants, c'est un des nombres pour lesquels normalement il n'y a aucune galère d'argent, ni de travail, ni de matérialité. Voilà, donc quand ce n'est pas le cas, eh bien c'est que soit il y a quelque chose dans la peur de l'échec à aller dénouer, de toute façon c'est très simple, soit il y a quelque chose à aller accueillir et souvent c'est là aussi, dans la peur de réussir. Et dans la peur de réussir, vous savez, ça peut être aussi des loyautés familiales. Est-ce que quelqu'un dans la famille jugeait mal? J'entends plein de remarques, j'ai vu à la campagne ou ailleurs, mais il y a tellement de gens qui ont des remarques sur les gens qui ont de l'argent. C'est quand même incroyable. Avoir de l'argent, c'est pas bien, c'est pourri, c'est sale, c'est pas être une belle personne. Il y a tellement un égrégore sur avoir de l'argent. Inconsciemment, ça c'est même dans l'inconscient collectif, c'est un truc de dingue. Je dis mais bon, il faut bien des gens qui aient de l'argent, il faut marcher l'économie, il faut marcher le luxe. Et puis il y a plein de gens qui ont de l'argent mais qui donnent, qui font marcher le bénévolat, le monde, les entreprises, qui investissent dans de la recherche, qui font des dons et on n'a aucune idée. Il y a plein de gens qui donnent, qui sont très généreux et qui ne le disent même pas. Mais par contre, c'est très 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 négatif. Ce rapport à l'argent, je le vois, les gens font des remarques qui ont de ces... Moi, à chaque fois, je suis choquée de cette haine, entre guillemets,
de l'argent et des gens qui ont de l'argent. Donc on peut avoir eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, même dans nos lignées, des gens qui ont détesté, par exemple, mais ça peut être complètement compréhensible, hein, ça peut être des personnes qui ont manqué toute leur vie, qui ont ramé, qui n'ont pas eu d'argent, qui ont galéré. On peut avoir eu des gens qui ont crevé la dalle, comme on dit, hein, dans la famille, qui ont été miniers, qui ont été ouvriers, mais vraiment galéré à élever leur famille, leurs enfants, etc. Des femmes qui se sont tuées à la tâche toute leur vie, comme petites mains ou employées, etc. Et on peut avoir ça dans nos lignées, dans notre transgénérationnel, aussi comme quoi c'est difficile de réussir, et comme quoi forcément il faut en baver pour réussir, qu'il faut suer, se crever à la tâche. Ça, c'est encore une autre histoire, mais c'est une des croyances limitantes aussi qui empêche l'abondance. Et donc tout ça, c'est à dégommer, c'est à aller voir, parce que on a le droit de s'autoriser à bien vivre, on a le droit de s'autoriser à gagner de l'argent. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est une mauvaise personne. Moi, je rêve que d'avoir, maintenant que je le sais en conscience, avoir plus d'argent pour donner plus à des associations, pour aider plus. Je rêverais, ouais, pouvoir construire un orphelinat, construire des classes, d'écoles pour des enfants voilà, défavorisés, pour des femmes. Il y a tellement encore à faire aussi pour les femmes. Mais j'ai dit, j'en parlais l'autre jour avec une copine qui disait: ah non, 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 surtout pas gagner au loto. Gagner au loto, non merci. Oui, parce qu'il y a aussi cette croyance, et moi je l'ai eu aussi. Si dans notre famille vous avez eu un parent qui a été intéressé par l'argent de l'autre parent, par exemple, ça peut vous donner la mauvaise croyance, comme quoi avoir de l'argent aussi, ça attire des mauvaises personnes à soi, qui vont vouloir profiter de soi. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui pensent toujours qu'ils vont être volés, qu'on va s'intéresser à eux pour leur argent, qui vont être volés, etc. Toutes ces notions comme ça d'arnaque, de vol, c'est très symptomatique de ces croyances limitantes et en fin de compte de ce refus de l'argent. Et il y a des gens même qui veulent pas montrer qu'ils ont. Parce qu'ils ont peur de ça, et tout ça c'est des nœuds énormes en fait, c'est des nœuds énormes. Donc il peut y avoir aussi cette croyance qu'en amour aussi, avoir de l'argent, eh bien on va attirer à nous des profiteurs. Voilà, et moi j'ai eu un peu ce schéma là aussi dans parental, et ça c'est inconscient, on s'en rend pas compte en fait. On s'en rend pas compte, mais par exemple dans ma famille c'était ma mère qui avait de l'argent et mon père n'avait pas du tout d'argent. Et comme par hasard, mon père a pas mal profité de l'argent de ma mère. Voilà, jusqu'à la fin de sa vie, et il en a bien fait profiter aussi d'autres personnes. Et donc, c'est pas quelque chose que j'arrivais à voir avant. Je le voyais, je le disais, mais c'était pas quelque chose d'intégré. Il m'a fallu arriver vraiment là à ces mois-ci pour réaliser ça, et que c'était un schéma inconscient aussi chez moi. Qui fait que je me mets toujours dans des situations, par exemple des relations personnelles, des relations dans tous les domaines, compliquées. Pourtant, c'est pas du tout en conscience chez moi que peut-être si je gagne de l'argent, je vais attirer des gens ou ci ou là, ou qu'on peut attirer des mauvaises personnes, mais il n'empêche que c'est le schéma parental, le schéma transgénérationnel que j'ai eu, et c'était pareil après aussi au niveau de mes grands-parents, que j'ai eu inconsciemment dans mon épigénétique. C'est inscrit. Voilà. On a des choses inscrites de nos lignées dans nos épigénétiques. C'est-à-dire on l'a déjà dans nos naissances. C'est transmis par le cordon ombilical, par les cellules. On n'hérite pas que des yeux, des cheveux, de la couleur de la peau, de la ressemblance. On hérite de toutes les peurs et les traumas et les croyances de nos ancêtres. Et ça aussi, j'ai fait aussi un travail avec Manuela Perret. Je ne sais pas si on dit Perret ou Père. Je vous mettrai le lien parce que vraiment, elle est formidable. Si vous avez envie de faire un travail sur vos lignées, sur comprendre des schémas, moi, ça m'a énormément aidé le mois dernier. J'avais déjà fait un atelier avec elle il y a 2 ans. Elle fait d'ailleurs un atelier collectif, là j'ai vu, je crois, début septembre ou fin août, avec On ne demande pas d'y croire. Mais moi j'ai fait un atelier avec elle, là, et c'était incroyable. On est retombé encore des choses, justement, de ma lignée paternelle.
et grands-parents jusqu'à arrière-grands-parents, on arrive à retrouver tous les schémas dysfonctionnels d'un côté d'une lignée. C'était magnifique, c'était un soin avec voilà, avec un petit rendu écrit. Je vais vous mettre son site parce que c'est incroyable ce qu'elle partage même sur les réseaux sociaux. C'est Relais Transgénérationnel, son Instagram. Et vous pouvez aller voir, bien sûr, sur son site internet. Manuela Perret, P-E-R-E. Vraiment, je vous recommande. Elle partage plein de choses sur Instagram, sur son compte, même gratuitement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'est énorme, c'est beaucoup. Ça touche au 8, ça touche au karma, ça touche au transgénérationnel, ça touche aux lignées, ça touche à l'épigénétique, ça touche à s'autoriser, reprendre confiance en soi, s'accueillir, s'aimer, se faire confiance, et puis à aller voir et accueillir même ce qu'on ne pense pas à la base. Et peut-être aussi le livre de Natacha Calestrebe est toujours bien pour ça, vous savez, pour débloquer avec ces fameux protocoles, hein. Aussi bien les clés de mon énergie que Je trouve ma place. Ces deux livres, le deuxième comporte tous les protocoles et autorisez-vous à regarder autour de vous, dans vos schémas, chez vos sœurs, chez vos frères, chez vos parents et chez vos parents, quels sont les schémas dysfonctionnels entre vos parents par exemple. Spontanément, comme ça. Et d'aller voir, d'essayer de voir ça avec un œil externe. Et bien sûr, dans une lignée, on ne réagit pas tous pareil, on n'a pas tous les mêmes blessures. Je n'ai pas les mêmes blessures que mon frère n'a pas les mêmes que moi. Et on n'a pas eu forcément, bon en plus moi c'est un exemple, mais avec mon frère on a 7 ans d'écart, donc c'est énorme. On n'a pas vécu la même enfance avec nos parents, mais on n'a pas vécu dans les mêmes pays, par exemple. Moi quand j'étais petite, de 4 ans à 7 ans, j'ai habité à Moscou, et mon frère n'était pas encore né, il n'a pas vécu ça. Moi j'ai eu beaucoup de mes traumatismes jusqu'à 7 ans justement, et jusqu'au retour en France, et après la naissance de mon frère, etc., qui est né prématuré. Mais du coup on n'a pas la même enfance. Et lui aussi, le pauvre, en étant prématuré, 3 mois en couveuse, etc., il a été bien séparé de son papa et de sa maman. Et tout ça, c'est des traumatismes, ça aussi. Mais on a chacun eu un peu cette blessure de rejet, mais d'un contexte différent, en fait. C'est quand même assez drôle. Après, si on est garçon ou fille, c'est pas pareil. Et puis, moi, je suis l'aînée. Donc... et avec mon chemin de vie en 8, en tout cas, voilà ce que je voulais vous partager. Le 8, c'est très compliqué. Mais quand on arrive à accueillir tout ça, eh bien ce 8, c'est en cours, c'est pas encore fait pour moi, mais c'est en cours. Et bien ce 8, petit à petit, il s'assouplit. C'est la fameuse rigueur dont je vous parlais. Ah oui, on a beaucoup parlé aussi de lâcher prise. Cette rigueur s'assouplit et puis on arrive à ce 8 à l'horizontale. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous du cœur. Si vous êtes chemin de vie 8 ou si vous avez du 8, si vous êtes né le 8 ou si vous êtes du mois d'août ou si vous êtes en mission spirituelle 8, par exemple, le 8, vous savez, c'est par exemple... je pense à mon amie, par exemple, du 6 février. 6 et 2, ça fait 8. Ma meilleure amie qui est du 6 février avec son frère jumeau. Eh bien, un 6 et un 2, ça fait un 8, ça fait une mission spirituelle en 8, par exemple. Voilà. Le 8 demande à être autant connecté à la terre, à la matérialité, qu'au ciel, au spirituel. Le point d'équilibre est au milieu de ce 8. Voilà. Alors, laissez-moi un petit commentaire si ça vous parle, si vous aussi, vous avez du 8. Bisous, bisous.